Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la FDM Toulouse. Voilà, je remplace Camille de dernière minute, une pensée pour lui, il est toujours hospitalisé, il n'est pas remis de la victoire en simultané de Clermont et de Toulouse ce week-end. On va quand même essayer de faire une émission normale sans lui. Alors autour de moi, quand même une bande d'experts du TFC, je vais les présenter un par un. Un expert qui casse la démarche autant que certains tweetos ont envie de lui casser les tibias, c'est Samuel. Comment ça va? Excellent. Ça va bien. Magnifique introduction. J'aurais pas dit mieux. Je trouve que tu as. Je sens que ça va être une bonne émission avec toi à la baguette. J'ai hâte. Ah, merci, t'es un amour. Un expert qui remarchera d'ici la prochaine titularisation de Koulouris, c'est Nathan. Comment ça va? Ça va, super, merci. Allez, un expert ancien fan de Lyon, Gersois et coach de Toulouse Métropole, mais il a aussi des qualités, c'est Midi. Comment ça va? Ça va et toi, Vincent? Ça va super, surtout sans Camille. Un expert de old school, le plus vieux supporter de la bande, il a même connu le TFC qui produisait du jeu en Ligue 1, c'est Yves. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Et le dernier arrivé, c'est Romain. C'est un des nombreux enfants que Camille a laissé dans sa jeunesse. Comment tu vas, Romain? Ça va, ça va. Donc, Romain est bien sûr un supporter du TFC qui s'inscrit donc sur le site La Feuille de Match pour participer à l'émission. Car voilà, c'est comme dans les pubs pour le téléachat. Vous voyez, ça marche. Ce soir, on a un gros programme. On fera quelques petites J'aime ce mec. news. On reviendra surtout sur TFC Le Havre et sur Pau TFC. Ça fait plaisir encore une fois de débriefer 2 victoires de suite dans la semaine. On terminera par l'interview supporter de Romain avant de terminer par un petit quiz si le temps nous le permet. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez, C'est parti. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez, c'est parti pour cette 95e FDM Toulouse. Bientôt la 100e, comme dirait le grand Clermontois, parti trop tôt. On vous On prévoit va quelque chose. prévoir quelque chose, hein? Ce teasing, c'est incroyable. On va commencer par les news avec toi, Yves, des nouvelles du procès des supporters après TFC Dijon. oui, cette semaine, donc, il y avait enfin, j'ai envie de dire, le procès des trois qui avaient été interpellés à grand fracas à 6 heures du matin suite à ce match pour des fumigènes allumés en tribune. Donc, on est un peu déçu de la tournure des événements puisque les faits ont été requalifiés au procès en complicité d'usage d'engins pyrotechniques. Et donc, on se retrouve avec 3 jeunes qui ont pris une interdiction de présence dans toutes les enceintes sportives pour 9 mois, mais surtout avec un comportement du tribunal assez surprenant. C'est-à-dire que la juge a été très sympa, cordiale et plutôt clémente toute l'après-midi. Et quand ça a été leur tour, on avait l'impression à nouveau que c'était les pires voyous du monde et que ils étaient condamnés d'avance. Donc, voilà. Les gars, une réaction sur ce procès? Non, il n'y a pas eu de réaction beaucoup hein, pour le moment. Voilà, on prend acte, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de suite à donner pour le moment. Non. L'avocat déconseille de partir en appel. Les mises en cause, pour l'instant, sont plutôt contre l'appel. Donc, a priori, on devrait en rester là et on ne peut que à nouveau déplorer ce qui a été à nouveau mis en avant par la juge, c'est l'insistance de certains personnels du TFC à vouloir à tout prix faire des exemples et ils ont été suivis par la justice. Malheureusement, il y a toujours des choses qui ne changent pas avec le temps. On va passer à une autre news un peu plus positive, puisque c'est l'idole de tout un peuple, mais pendant 2 ans, c'est Gignac qui a remporté l'équivalent de la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions de la CONCACAF, de l'Amérique du Nord, tout simplement. Voilà,
Ça faisait quelques temps qu'il tournait autour, non, il me semble. Ouais, il y avait déjà eu deux finales. Et puis, pour un club mexicain, ne pas l'avoir gagné, en sachant que ça fait 14 fois d'affilée qu'un club mexicain la gagne, bon, ça la foutait un peu pour un grand club mexicain. Donc, comme il l'a dit, ça y est, ils ont cette putain de coupe. Et en plus, il a mis le but vainqueur à la 82e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, je pense que c'est son plus grand trophée en carrière. Une Ligue des Champions, de toute façon, même là-bas, ça reste très important. Ah, il a quand même gagné 3 coupes de la Ligue, quand même, respecte. Hein. Je sais pas. Oui, c'est ce que je dis, c'est son plus grand trophée. Les premiers? Hein? Ah, jamais les premiers, ça y est. Ouais, c'est ça. Non, mais juste pour revenir sur le niveau là-bas, on se fout souvent de la gueule des championnats là-bas. Le championnat mexicain, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient largement jouer en Ligue 1. Donc c'est pas un niveau si faible que ça. Bon, on verra quand Mediapro rachètera les droits de la Ligue mexicaine, on pourra un petit peu se régaler. Alors, Allez, pas. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, ouais, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! On a fait le tour pour ces news. On va passer donc au débrief du premier des deux matchs TFC Le Havre. Donc c'était ce samedi. Et comment ne pas commencer par la démonstration de force des Indians, les supporters toulousains qui sont réunis en masse sur le pont du stadium et sur le parvis pour accueillir les joueurs à la descente du bus. On a vu les images ont été relayées partout sur tous les réseaux, par la presse. C'était une image assez impressionnante, surtout qu'au final, ça fait quand même des mois qu'on n'a pas vu les supporters dans un stade. Donc déjà, avant de revenir sur le débrief du match, est-ce que vous pensez que ce genre d'action a eu un impact positif sur les joueurs pendant la rencontre? En tout cas, en croire ce qu'on dit, et les joueurs, et le coach, et même jusqu'au président, ça leur a pas fait de mal. Ils se sont sentis soutenus. Puis quand on voit le match produit derrière, tu te dis que bon, les mecs ils se doutaient que, c'est toujours le problème de ces stades vides, c'est que tu peux avoir cette tendance à parfois pas aller chercher ce petit supplément d'âme au fond de toi que t'apportent les supporters pour te dépasser, pour faire un résultat, et le fait d'avoir cette petite piqûre de rappel avant le match, ça n'a pas pu leur faire du mal, j'y crois pas. C'était quelque chose qui était organisé avec le club ou vraiment le club n'était absolument pas au courant de cette initiative des Indians? Alors, le club était au courant de fait puisque l'appel a été relayé sur les réseaux sociaux, puisque c'était un appel au grand public à venir se joindre aux Indians. Et ce qu'on peut noter, c'est que on a vu passer beaucoup de commentaires sur les lives qui ont été faits de gens qui, a priori, n'y croyaient pas trop et pensaient qu'il n'y aurait pas grand monde et qui ont été impressionnés par justement la tenue des choses et par l'ambiance qu'il y avait. Et je pense que si cela se refait, si on ne peut pas retourner au stade à partir de janvier, je pense qu'il y aura encore plus de monde qu'il n'y en avait là. C'est une belle démonstration d'unité autour du club, c'est une belle démonstration de force, entre guillemets, des Indians qui ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser les gens et surtout de mobiliser les gens en sachant qu'il n'y aurait rien derrière, puisque là, tu allais supporter les joueurs avant qu'ils aillent au stade et pour beaucoup, tu ratais une partie du match, le temps de rentrer chez toi pour pouvoir le voir, puisqu'il n'y a pas de bar, pas de café ouvert pour le regarder à proximité du stadium. En tout cas, ouais, ça donne envie de retourner au stade. Hein. On se doute qu'il y aura quand même une sacrée ambiance à la reprise et on voit vraiment que cet engouement autour du club commence à prendre réellement. Allez, on va passer au débrief du match. Donc, pour revenir à la rencontre, c'est une victoire à l'arraché, 4-3. Il ouvre le score dès la 2e minute. Il double la marque à la 12e. Bien sûr, la classique Bonnet, ancien joueur du TFC, marque à la 19e. Adli pour le 3-1 à la 31e, pardon. À la 51e, Meras revient à 3-2, puis Alioui
égalise à la 83e. Puis le penalty, on reviendra dessus, de Spearing à la 98e. Je vous rappelle la compo quand même. Donc, Dupé dans les cages, Gabrielsen, Diakité, Amiens, Machado, Van den Moomen, Spearing de Yaguirre, Morera et Ile Adli devant. On va commencer par le match. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps qui était excellente, enfin qui était très bonne, et la seconde mi-temps pas terrible? Ça a été un peu Dr Jekyll et Mr Hyde les deux mi-temps. On a vraiment eu deux visages de Toulouse. J'ai envie de dire que c'est pas la première fois d'ailleurs, mais là c'était vraiment très très prononcé. Donc voilà, c'est à la fois compréhensible avec les efforts fournis, parce qu'on a senti de la fatigue en deuxième mi-temps, et des fois ça fait chier parce qu'on est quand même déjà en décembre, et bon, de tenir tout le long d'un match. Normalement, tu devrais pas avoir ce genre de problème, a fortiori depuis l'instauration de la règle des 5 changements. Encore faut-il les faire. Voilà. Les faire pas faire à la 80e, quoi. Voilà, c'est un des mystères de Patrice Garande. Je ne sais pas ce qu'il attend pour user de ces 5 changements. Après, bon, jusque-là, on peut rien lui dire parce que c'est devenu Guardiola. Il nous fait gagner. Alors, écoute, après, oui, je suis d'accord avec toi, Mehdi. Ça a été un match qu'on s'est encore une fois rendu compliqué tout seul parce que, encore une fois, ça a été dans la lignée des matchs compliqués qu'on a eu à disputer au Stadium contre une bonne équipe du Havre, faut le reconnaître. En première mi-temps, bon, ils n'ont pas vu le jour, mais en seconde période, on a vu que cette équipe avait quand même des qualités et sans son maître à jouer, Jean-Pascal Fontaine en plus, donc ça a été quand même compliqué. On a vu ce moment où on revivait le scénario du match contre Valenciennes et bon, voilà, il a fallu un coup du sort, une décision un peu couillue de l'arbitre, si vous me permettez le terme, pour accorder un penalty qui, au vu des images, est 100% mérité et pas, comme j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, sur le penalty à la fin. Voilà, sur les réseaux sociaux, des réactions des supporters avrés qui se sentent volés. Donc voilà, après, quand tu sais que tu as Spearing pour le tirer, bon, voilà, tu respires un peu mieux et au final, on s'en sort bien et ça nous conforte dans notre dynamique du moment et voilà. Et si je peux terminer, je pense que je vais être bientôt obligé de faire mon grand mea culpa sur Isile parce que à force il y a un match à résumer derrière. Attends. Ouais, mais ce match-là, pour des raisons. La lapidation sur place publique sera faite à la fin de l'émission pour fêter Noël. Non. Il faut reconnaître que je trouve toujours qu'il a des carences techniques. Voilà, en deuxième mi-temps, on l'a vu à l'image de toute l'équipe. Hein. En deuxième mi-temps, il n'y a pas que il est. Voilà, en deuxième mi-temps, même Adli a été moins en jeu. On l'a moins vu, mais voilà, il faut dire qui est. Quand il est devant la cage, en ce moment, c'est un attaquant en confiance qui marque. Il n'y a rien à dire, c'est très bien. Il a la réussite sur le deuxième but. Il profite d'une remise alors qui sort de nulle part d'un défenseur avré là, qui lui remet, on aurait dit Iniesta, là, il ne pouvait pas mieux lui mettre. Quoi, donc, il est toujours au bon endroit au bon moment. Donc, tant mieux que ça dure. Romain oui, vas-y. Ouais, contrairement à ce que vous venez de dire et contrairement au match de Valenciennes, j'ai un peu moins trouvé qu'en fait le TFC avait deux visages. C'est surtout pour moi le Havre qui a eu deux visages, parce qu'ils ont été totalement transparents en première mi-temps et on les a sentis plus concernés, alors que nous on a été quand même assez moyens tout le match. Donc voilà, mais après ce qui est beau, c'est la qualité d'abnégation de cette équipe qui baisse jamais les bras et qui se bat jusqu'à la dernière seconde. Et puis, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à Spearings pour son sang-froid, parce que avec l'interruption qu'il y a eu pour aller prendre le penalty, le frapper et le mettre comme il l'a fait, il a de la glace dans les veines, c'est pas possible autrement. Parce que quand tu as une interruption de quasiment 5 minutes avant de pouvoir tirer le penalty, c'est quand même très, très, très compliqué pour l'attaquant. Le même sang-froid que Braithwaite à Angers, au niveau tir de penalty. Critique pas Braithwaite, il enfile les buts comme les perles au Barça avec le 9 dans le dos, je te prie. Et ouais, comme il est bientôt, le nouveau Vardy. Romain, ton avis sur ce match, t'en as pensé quoi? Moi, je trouve que ça fait plusieurs matchs qu'on a à chaque fois deux visages quand même. Que c'est dommage quand même, parce que quand on voit le potentiel qu'on a, on pourrait prouver plus que ça.
Et que du coup, en fait, c'est nous qui nous tuons les matchs alors qu'on les a dans les mains à chaque fois qu'on peut prouver plus que ça. Pour le coup, tu as l'impression que c'est quand même plus le TEF qui a pris 15 secondes que le Havre qui s'est réveillé? Oui, 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 oui. C'est nous qui leur ont donné espoir de revenir quand même. Il y a peut-être un peu des deux, parce qu'ils ont Oui, eu parce que oui. à la mi-temps et ils ont Oui. quand même joué plus haut. Et nous, effectivement, Et parce qu'on a reculé. Les défenseurs ne sont pas arrêtés de reculer, les freins. on a reculé. Ça c'est la grande théorie c'est la grande théorie que je me permets d'évoquer dans mes analyses d'après-match. C'est la fameuse technique du recul-frein sans freiner, voilà. Ouais. Pratiquée par l'ensemble des 3 défenseurs. Donc ils reculent, ils sont en marche arrière, le ils arrêtent jamais. Avec le pimpon, mais ils ont plus le liquide de frein. Il faudra peut-être leur en offrir pour Noël. Tout à fait. Nathan qui joue aux chaises musicales, donc je remplace Camille. Nathan me remplace. Les réseaux, est-ce qu'il y a des réactions sur la vidéo Facebook? Il y a des réactions, ouais. Il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Donc, il y a toujours le côté qui revient beaucoup, c'est Ristilé. On a Joël qui nous dit que c'est pas le meilleur individuellement, mais qui a un bon QI de foot et qui sait savoir se mettre. Donc, ensuite, on a Philippe qui nous dit qu'il est le surprend. Quand il a vu jouer pour la première fois, il n'aurait pas forcément mis un biais sur lui, mais qui admire quand même son efficacité devant. Et derrière, il y a un peu le côté de la gestion du match qui revient. On a Antonio qui nous dit qu'il manque un véritable défenseur central pour concurrencer Gabrielsen. Donc voilà, on met en avant les lacunes défensives. Et Christophe qui nous dit on attaque, on marque, mais dès qu'on prend la pression, on a l'impression que ça va faire but à chaque fois. Donc voilà, il y a cette tendance où dès qu'on est mis sous pression face à une équipe qui ne démontre pas grand-chose, on est souvent débordé, on ne sait pas trop comment agir défensivement. Pour répondre je sais pas, Christophe s'appelle qui disait ça, ouais. Et j'ai envie de lui dire, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que si tu regardes le premier but inscrit par les Havrais, le but du 2-1 de Bonnet, à ce moment-là de la partie, on peut pas vraiment dire que tu subisses vraiment le jeu du Havre. Le Havre n'est pas une énorme pression, ils ont le ballon et c'est la faute à ton gardien de but qui se plante royalement et qui les remet dans la partie. Là, tu peux pas. Je veux dire, tu peux pas en vouloir à Toulouse d'avoir peut-être défendu trop bas ou quoi. C'est juste là, c'est une erreur individuelle et ça les relance à ce moment-là. Il y a deux choses sur les 2 buts lointains du Havre, en fait. Tu as celui de Bonnet où on est toujours dans le même problème, où on ne sort pas sur le joueur. Et manque de peau sur le second, où il y a enfin un défenseur qui sort. C'est lui qui la contre et qui fait qu'il y a but, parce que sinon, il n'y a jamais cette trajectoire chelou qui finit au fond des cages, quoi. Sur le premier, presque autant que Dupé, même s'il la juge vraiment très mal et c'est catastrophique. Il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Ouais. Il y a Morera, il y a un ballon en profondeur, il pourrait intervenir 10 fois. Il ne le fait pas parce qu'il est à l'autre. Et il y a Diakité qui met 8 jours à monter. Donc, il n'y a pas que le gardien. Il y a aussi effectivement… Mais ce n'est pas à cause du système de jeu que fait Patrice Garande. Peut-être que 3-5-2, c'est fatigant pour le joueur aussi. Peut-être aussi. Mais dans ces cas-là, il faudrait tourner un petit peu plus. On va revenir justement sur cet élément-là. Sur le coaching, d'abord, je voudrais revenir sur ça. On a senti comme une fatigue des joueurs au fil de la seconde mi-temps, ce qui est logique. On était quand même déjà à la 16e journée de championnat, si je ne me trompe pas. Pour vous rappeler le coaching, on a Rouault, Gabrielsen et Antiste qui… on a Roux pour Gabrielsen, pardon, Antiste pour Adli, Koné pour De Jagereux à la 68e. Donc, je pense que c'était le premier triple changement de Garande. Et Bayo pour Ilé à la 87e. Moi, j'ai noté un coaching tardif. Clairement, on se met à couler à partir de ce changement-là parce que sur ce match-là, il y a un mec qui a été scandaleux. C'est le remplacement de Adli par Koné. Alors, Adli commence à être cramé. On met Koné qui doit être frais. Sauf que je pense qu'Adli cramé aurait eu plus d'activité que n'en a eu Koné sur ce match-là qui a été scandaleux. Il a passé son temps à marcher, il n'a absolument rien fait. Et on coule à ce moment-là parce que au milieu de terrain, on laisse les Havrais faire ce qu'ils veulent à ce moment-là.
Erreur de coach, erreur de choix dans les sortants, erreur de choix dans les entrants, ou c'est juste les entrants qui n'ont pas réussi à se mettre dans la dynamique du match? C'est quoi Non, le. là c'est un problème personnel parce que sur ce qu'est capable de faire Koné, tu t'attends pas à ce qu'il sorte une prestation aussi indigne et aussi unique quand tu le fais rentrer. Surtout que ça faisait quelques matchs qu'il avait été entre guillemets écarté parce que le trio Van Den Boomen de Jageres Spearings a pris les clés du camion et ça va être dur d'aller leur reprendre la place au vu des prestations qu'ils font puisqu'ils sont toujours très bons et que maintenant Van Den Boomen est même quasiment quand on regarde les notations que ce soit celles de la presse ou des supporters après les matchs. Sur MPG, Yves, qui c'est qu'il a sur MPG? C'est quasiment le meilleur joueur du TEF. Donc voilà, non, là on ne peut pas dire que ce soit une erreur de Garande, c'est le joueur qui n'a pas fait ce qu'il fallait quand il est rentré parce que peut-être un peu de dilettante, pensant le match gagné et voilà, sauf que quand tu as un joueur. C'est ce qu'on reproche à Manu Koné essentiellement cette saison. C'est un joueur très talentueux, mais qui peut faire parfois preuve, comme d'ailleurs le faisait son compère Sangaré à l'époque, d'une nonchalance incroyable. C'est ça, et quand tu as un joueur au milieu de terrain, quand tu as un milieu de terrain à 3 où tu en as un qui ne fait pas les efforts. En y réfléchissant bien, je comprends pourquoi on est tombé en Ligue 2 l'an dernier, parce qu'un milieu Sangaré Koné, tu te dis c'est talentueux, mais quand ils n'ont pas envie, ils n'ont vraiment pas envie. Mehdi, je t'interroge toi parce que je voyais que tu es en train de t'endormir. Non, sérieusement, moi, je voyais Ilé qui physiquement commençait dans le dur à partir de la 60e minute et sortir à la 87e. C'est pas une sacrée erreur. C'est quelque chose qu'on évoquait déjà, puisqu'on en parlait pendant le match, nous, sur une conversation. On avait le sentiment qu'effectivement, il est sorti beaucoup trop tard parce que il continue à faire des efforts, mais il lui fallait 2-3 minutes de récup derrière parce qu'il était trop KO. Alors bon, même si c'est pour faire entrer Bayo, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne portent pas Bayo dans. Mais Bayo, quand il nous fera gagner d'un but de la tête à Dunkerque, qu'on montera grâce à lui, et beaucoup de gens vont arrêter de le. Tu vois, c'est toujours pareil. Ça. Ouais, Bayo. Peut-être, on est d'accord que voilà, c'est ce qu'il est. C'est peut-être Yaya Sanogo en un poil meilleur, j'en sais rien. Mais pour rentrer en fin de match, courir un peu, faire du pressing, si on lui met dans la tête, je pense qu'il peut jouer plus que 5 minutes et remonter s'il est. Surtout si c'est pour le faire enchaîner à Pau 3 jours après, quoi. Je pense que là, la trêve, la coupure va faire du bien à tout le monde. Ça va permettre aux esprits déjà de s'aérer un peu parce que, mine de rien, ils ont beaucoup joué, beaucoup de pression. Toujours même si on est dans la position du chasseur et non du chassé, comme je l'évoquais la semaine dernière, il faut quand même avoir le mental pour enchaîner toutes ces matchs à haute intensité avec la pression du résultat. Et je pense que même physiquement, ça va leur faire du bien. Et on va les retrouver plus frais à la reprise. Et le calendrier qui nous attend nécessitera forcément un effectif du TFC au complet si possible et en grande forme physique. Je voulais revenir sur un des running gags de l'émission après il est en pointe. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Dupé dans les cages. Donc, je vais demander à David Neuf. Romain, qu'est-ce que tu as pensé du match de Dupé? Il n'est pas forcément coupable sur les 3 buts. Il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Qu'est-ce que tu as pensé de Dupé sur ce match-là, en tout cas? On dirait un René. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il a été bon au début de saison et là, il baisse en régime. Je ne sais pas, mentalement même, on dirait qu'il est pas rassurant dans les prises de balles. C'est pas du tout le même visage qu'au début. Ouais. Maintenant, Baptiste René se met à arrêter les pénaltys en Ligue 1. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il a fait une sortie catastrophique il y a 10 minutes. Voilà. C'est ça. Il fait 2 choses à la fois. Sur Dupé, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances à René. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le même style de gardien. C'est des gardiens qui sont assez bons sur leur ligne, qui sortent pas forcément beaucoup et qui jouent. Et sur le tir contré, le lob, etc., il paye son placement haut. Mais c'est pas comment dire ça. Si la balle arrive à ras de terre ou à mi-hauteur, il est bien placé. S'il est 2 mètres derrière, il est beaucoup moins bien placé. Donc voilà, ça dépend de comment les ballons arrivent. C'est un choix et c'est selon ses caractéristiques aussi. N'empêche que sur le premier but, son erreur de main est grossière. Bonnet qui met un enroulé du droit alors que le droit il lui sert à monter dans le bus. Je parle pas de ce but-là. Sur ce but-là. Oui, j'avais bien compris, mais bon, sur son placement, là, tu vois qu'il y a quand même un truc qui va pas. Je sais pas, moi j'en rigolais
j'en rigolais avec la personne avec qui je regardais le match. Je lui disais, mais au rythme où on va, Fabien Barthez, il va pouvoir reprendre les gants. Il est plus. C'est bon, il est revenu à la maison, il va pouvoir rechausser les gants, faire remettre les crampons et remettre les gants aussi. C'est problématique. Quand c'est pas tout arrêté, on se rend surtout compte en regardant les stats et les résultats que Dupé a été meilleur gardien de Ligue 2 l'année dernière, uniquement parce qu'il avait la meilleure défense, puisque Clermont a changé de gardien et ils sont toujours meilleure défense en encaissant très très peu de buts. Donc voilà, après, effectivement, il est très bon sur des arrêts réflexes sur sa ligne. Donc si tu ne permets aux attaquants adverses de n'avoir que ce genre d'action-là, bah, là, ça fonctionne. Nathan, des réactions sur le live Facebook? Ouais, on est assez nuancé sur Dupé. Il y a plusieurs avis qui divergent. Donc, on a Thierry qui nous dit c'est limite, sûrement son pire match depuis son arrivée. Selon lui, il n'a pas le niveau Ligue 1. Et on a Jacques-Christophe qui nuance un petit peu, qui dit que c'est un très bon gardien. Son défaut, c'est d'avoir une défense faible. Quand ta défense n'est pas sereine, c'est pas évident pour un gardien. Lui, contrairement à un joueur de champ, ne peut pas se louper. Voilà. J'ai envie de lui répondre qu'il regarde les matchs de Ter Stegen au Barça. Qui fait des fèves aussi ces derniers temps. Ouais, mais des arrêts extraordinaires. Voilà. Parce qu'il est ultra spectaculaire. Mais il est fautif très souvent. Si on va continuer, on va terminer plutôt cette présentation, ce retour sur ce match avec vos tops et vos flops, tout simplement. Pareil, on demandera votre réaction aussi sur le Facebook Live. Mehdi, tiens, par hasard. C'est comme un quiz, je viens de te voir autour de rôle. Mehdi, tes tops et tes flops. Le duo devant, tout simplement, et Spearing pour son penalty. Voilà les trois que je mettrai en avant. Et comme d'habitude, moi j'adore Bibiche, j'adore Brecht dans tous les cas. Il peut faire n'importe quoi, je l'adorerais lui. Je ne sais pas pourquoi. Et un flop? En flop, ben, la défense qui a reculé globalement, même si on a appris pareil que Gabrielsen avait joué plus ou moins blessé aussi. Et évidemment, Maxime Dupé et Steven Moreira aussi, encore. La brochette. On les revoit souvent. Faudra qu'on en parle un petit peu d'ailleurs de Steven Moreira. C'est un cas très particulier. Si tu veux, je t'invite à la prochaine émission à participer. On pourra revenir sur le Cabrera dans le bilan de la mi-saison du TFC. Romain, tes tops et tes flops? Le top, l'attaque, pareil, Adli, il est. Moi, je préfère après Bibiche quand même, en troisième. Après flop, Moreira, on se demande pourquoi il est dans l'équipe encore quand même. Gabrielsen, je peux te donner la réponse parce qu'il n'y a pas et Dupé, vas-y, dis-moi. Non. Mais la réponse est parce qu'il n'y a personne d'autre à mettre. Le mental aussi, le leader de. Non, parce que quand tu vois des échos que j'ai eus du match de Samsana, apparemment c'est encore très léger. Donc en piston droit, il n'y a personne. Yves? Oui. Les tops, on va être sur les mêmes que Mehdi. Il est Adli Spearings sur ce match-là. Ça a taillé patron. Et les flops, Dupé, la défense, et je rajoute Manu Koné. S'il a vraiment été scandaleux, même s'il est juste rentré, il a vraiment, vraiment été scandaleux. Nathan, est-ce qu'il y a des réactions, des tops et des flops qui n'ont pas été forcément cités, ou même les tiens aussi? C'est assez unanime par rapport à ce qu'on dit dans l'émission. Le secteur défensif a été pointé. Moreira est revenu plusieurs fois. Gabrielsen, Dupé aussi a été pointé du doigt. Et au niveau des tops, c'est le duo offensif. Il est Adli et Spearings qui sont revenus pas mal de fois dans les commentaires. Très bien. Bon, on a été complet sur ce premier match. On va passer au suivant. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC. C'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Le retour sur Pau TFC, donc dernier match de l'année, match à l'extérieur, victoire 3-0, donc petit score si c'était du rugby au stade du Hameau, mais un gros score pour du foot. On va revenir
sur le scénario du match. Donc, on peut dire que la première mi-temps était assez molle, puisque finalement, Ilé marque à la 30e pour délivrer, même pour lancer le match, on peut dire. Amiens double la mise à 57e, son deuxième but cette saison. Et 84e, Manu Koné de loin. Il avait marqué quand le premier, rappelle-moi? Le coup franc. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est vrai, je dis même si Amiens se met à Ah oui, marquer non, les mais coups francs. on Oui, c'est vrai, a fait c'est un vrai. bloc mental, hein, parce que ça va pas ensemble. Ouais. Amiens coup franc, non, ça Ouais, coince. c'est pour ça que je me rappelais. Ouais, c'est comme Tanogo, jour de foot, ça coince. Donc voilà, 3-0, belle victoire du TFC. Je vais vous redonner la compo. Vous allez sûrement reconnaître des choses, vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs en commun. Dupé dans les buts, Morera, Amiens Rouault, bleu de la charnière, Sana Machado, Deyaguerre, Spearing, Van de Bomen au milieu, c'est du classique, et Adli, il est devant. Donc on avait Alors, quand même. non, on était en 4-3-3, hein, on n'était pas en 3-5-2 là, sur ce match-là. Ouais, je l'ai donné dans le mauvais ordre. Hein. Oui, d'accord. Ouais, Oui, parce que tu nous donnes 3 centraux alors que Morera était joué latéral droit et j'ai latéral droit, oui, latéral bien sûr. Ouais. Justement, on va commencer avec. On va revenir sur cette compo-là. Oui, je t'écoute. Un petit point d'avant-match de source sûre. Il y a encore eu quelques Indians qui avaient fait le déplacement pour accueillir le bus. Et Comoli les a chaleureusement remerciés pour leur engagement dans le soutien du club. Et les joueurs ont été surpris et très touchés d'avoir du monde qui se déplace en sachant qu'ils se déplaçaient juste pour accueillir le bus. D'accord, j'ai pas eu tout l'info, c'est une belle image. Une petite info coulisse, parce que comme ça, j'aurais quelque chose à dire sur ce match que je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir regarder. Au coup d'envoi, c'est une info qu'on peut vous garantir. Bafodé Diakité a été, mais alors, totalement dégoûté de ne pas jouer. Il a appris qu'il ne jouait pas 1 heure avant le match. Et autant dire que ça n'est pas super bien passé. Donc, disons que c'est un peu tendu dans les relations entre Bafo et notre ami Patrice Garande. Je pose ça là. Maintenant, je vous laisse débattre. À suivre donc. On va commencer avec la compo, justement, pas mal de changements. Est-ce que ces changements-là vous ont surpris ou c'était plutôt logique? Il n'y a pas tant de changements que ça. Moi, je m'attendais à encore plus de changements parce que justement, j'avais trouvé une baisse physique face au Havre. Et je m'étais dit qu'il allait faire tourner un petit peu, disons faire quelques changements de plus. Et au final, le seul vrai changement, c'est Sana, puisque Gabrielsen est blessé. Donc forcément, il est obligé de mettre un défenseur. Et voilà, et c'est la sortie de Diakité, c'est le seul choix. Bon, écoute, c'est un choix, je sais pas pourquoi. Roux avait plus ou bien tourné avant de se faire expulser. Je ne sais pas si Garande le met au-dessus de Diakité, j'en sais rien. Mais moi, le choix, honnêtement, de Diakité, effectivement, Diakité, il a raison, il doit avoir les boules parce qu'il joue pas le match. Après, le choix n'est pas complètement illogique non plus. Amiens est vice-capitaine. Morera, pourquoi il joue? Parce que souvent, c'est parce que c'est un leader de vestiaire, tout simplement. Et pour moi, c'était une défense toujours à 3, Yves, même si c'était une animation un peu différente, mais ça restait à 3. Et voilà, donc bon. Le choix, moi je trouve ça plutôt normal. Samsana a le droit de jouer parce qu'il n'est jamais mauvais. Puis ça fait reposer. Moi j'ai été très étonné de voir jouer Machado aussi longtemps, par exemple. Donc voilà, on pouvait s'attendre à plus de changements. La présence de Manu Koné, pareil, il aurait pu espérer jouer. Mais en fait, avec lui, par contre, moi j'ai trouvé complètement logique qu'avec sa rentrée face au Havre, il ne méritait absolument pas sa chance. S'il était rentré ne serait-ce que correctement face au Havre, effectivement, ça n'aurait pas été logique qu'il ne joue pas pour faire reposer quelqu'un au milieu, parce qu'on a vu que par exemple Deyaguerre a fini le match complètement cramé, quoi. La 60e, il était déjà cramé. Et voilà, moi j'ai une question à te poser. Si tu sors Deyaguerre, toi tu fais sur les 3 à sortir pour faire souffler Deyaguerre, tu mettrais Koné? Non, je fais jouer Antiste et Adli au milieu. D'accord. Mais parce que Deyaguerre, au final, c'est quand même quelqu'un qui est super important, ce que tu veux, c'est peut-être le meilleur joueur du milieu, patin coup fin, on est tous d'accord là-dessus. Mais au bout d'un moment, c'est un être humain. Et je veux bien qu'il ait 3 poumons et pas de rate, mais ça reste quand même un être humain et il aura besoin de souffler dans la saison. Et toi, tu penses que
Tu penses que Koné ne mérite pas plus sa place que ça, même si on devait sortir Diagoro par là? C'est ce que je te disais. Koné aurait dû jouer et espérer jouer s'il n'avait pas fait cette putain de rentrée de merde contre le Havre. Voilà, on parle. La raison. Je pense que Garand pensait peut-être le faire jouer parce qu'il y avait peut-être la fatigue sur certains joueurs, mais avec une rentrée pareille, il faut aller se la chercher aussi. Il faut aller se la chercher. Et je pense que c'est logique aussi. Et son but face à Pau ne le met pas non plus sur un piédestal, quoi. Il ne se rachète pas complètement non plus, quoi. On parle quand même de joueurs professionnels qui, pour De Jagereux, Spearings, etc., avaient l'habitude de jouer dans des clubs qui jouaient tous les 3 jours en jouant les Coupes d'Europe. Donc, ça va, jouer une fois par semaine, ils n'ont pas l'air de s'en plaindre plus que ça. Après, surtout, le changement, à mon avis, était vraiment tactique et dans l'animation parce qu'on s'est rendu compte que c'est peut-être là où Garand a été bon. Je pense qu'on a plus embêté Pau en jouant comme ça que si on avait gardé un 3-5-2 classique comme on avait l'habitude de jouer. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, on a vraiment dominé les débats et qu'on s'est facilité le match grâce à ça, même s'il a fallu attendre une grosse demi-heure pour réussir à enfin prendre la mesure et à commencer à se montrer dangereux. Après, le côté un peu... moi, qui m'a beaucoup déçu sur ce match-là, c'est OK, on gagne 3-0, c'est bien, c'est beau, très bien, mais on n'a jamais réussi à être dangereux dans le jeu. Quand je dis dans le jeu, c'est que quand on a fait le jeu, on n'a pas été dangereux. On a été dangereux sur des contre-attaques, sur des récupérations de balles hautes, mais quand on est sorti avec le ballon, on n'a pas été quasiment capable de se créer une action. Et ça, il va falloir trouver des solutions parce que ça ne passera pas tout le temps de pouvoir jouer uniquement sur les contre. J'ai une question pour vous qui avez vu ce match. Est-ce que selon vous, on a vu un TFC plus constant que le match les prestations sur demi-temps, est-ce que c'était plus équilibré que ce qu'on a vu contre le Havre? On a surtout si tu veux réagir. Un Pau beaucoup plus faible que le Havre et qui n'a pas été capable de réagir et de relever la tête. C'était vraiment, l'opposition était moins bonne. Après Pau, il n'y avait personne en face. Autant contre Pau que contre le Havre, on fait des matchs moyens qui sont moyens du début à la fin. Et contre le Havre, on a le Havre qui est nul en première mi-temps et qui revient à notre niveau en seconde. Et par contre, à un niveau moyen, je maintiens. Et par contre, contre Pau, on a été moyen, mais Pau, c'est faible et ça suffisait pour se dépatouiller de l'affaire avec des capacités de réaction et de projection vers l'avant ultra intéressantes et une complicité entre Adli et Ilé qui est vraiment très belle. Et Ilé qui a justement cette capacité, quand on est sur du contre, à faire les bonnes courses, les bons appels et à avoir une intelligence de jeu qui lui permet justement de souvent être bien placé et de se créer de belles occasions. Romain, ton avis sur ce match du TFC? Moi, je trouve que les 10 premières minutes, on perdait trop le ballon. On n'était pas assez présent physiquement. Et puis, je trouve que finalement, on a eu la chance de marquer. Parce que sinon, je pense qu'à la mi-temps, il y aurait eu 0-0. Et voilà, je n'ai pas trouvé trop ce match. Non, mais je pense que... Globalement décevant ce match. Pas un grand match. Non, ouais, voilà. Surtout que Pau était faible, quoi. Ouais, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pas toute la saison finalement, parce que là on est quasiment à la moitié du championnat, est-ce que là on n'est pas parti pour terminer la saison comme ça? C'est-à-dire, est-ce que Garand est pas parti pour continuer comme ça, en mode on pousse sur une mi-temps, on sait, il sait que maintenant il y a la capacité à marquer plein de buts. Avec l'espoir de recruter quelqu'un au mercato d'hiver pour se renforcer un peu derrière et essayer de stopper l'hémorragie défensive. Et puis après, advienne que pourra. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui nous attend? Non, quand tu vois les attitudes de Garand sur le bord du terrain, lui ne s'en satisfait pas de cette production-là. Ça, c'est certain. Après, il reste une chose de sûre, c'est que l'important en football et dans tous les sports, surtout quand tu as des échéances comme celles qui attendent le TEF, c'est le résultat.
Donc, à un moment, quand tu ne sais pas gagner en faisant du beau jeu, autant gagner en étant mauvais, mais l'important dans notre situation, c'est la victoire. Et ce qui est à noter et à retenir après ce match, et donc au moment de la trêve, c'est qu'on est troisième, mais on a notre destin en main. C'est-à-dire que tu as 2 points de retard sur Troyes et Grenoble qui sont devant. Donc, si tu bats Troyes et Grenoble, statistiquement, tu es devant eux. Donc, tu as ton destin à 100% entre tes pieds pour pouvoir remonter directement pour la saison prochaine. Et je pense que c'était clairement l'objectif du club, même s'il n'était pas avancé en tant que tel. Et si on en doutait tous après le mois d'août qu'on a passé, voilà, on est revenu au contact des équipes de tête, le destin entre nos pieds. Après, comme tous les entraîneurs et comme tous les clubs, ça aimerait jouer à une touche de balle en permanence, dominer ses matchs sans problème, mais quand on n'est pas capable, il faut savoir, même dans la douleur, aller chercher les points. Mehdi, ta réaction sur ce match du TFC, cette prestation Non, moi, j'avais peur, j'ai un petit peu de ce match piège à cause de la baisse physique. Voilà, j'avais constaté la baisse physique et j'avais un petit peu peur de ça. En plus, pour suivre un petit peu Pau depuis la saison dernière, ils avaient trouvé une attaque ces derniers temps avec des joueurs de côté qui n'étaient pas trop mal, mais là qui étaient complètement cramés. Et donc voilà, après Pau, effectivement, c'est une équipe comme Rodez, Châteauroux, ça joue le bas de classement. C'est pas notre... tout même, hein, j'ai l'impression. Hein? Même un cran en dessous, non? Non, c'est le même niveau que Pau, Châteauroux, Rodez, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, ils étaient vraiment pas dans un bon sort. Je pense que aussi physiquement, tirer la langue. Mais voilà, c'est une équipe vraiment faible. On a géré tout au long du match. Je pense qu'il n'y a pas eu tant de dépenses que ça. Voilà, il y a eu beaucoup de gestion. J'ai senti beaucoup de gestion et c'est le genre de match qu'il va falloir reproduire contre ces équipes-là. Parce que ça te permet de souffler un petit peu, de ne pas stresser comme le match du Havre. Et voilà, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à tout le monde. C'est pas transcendant, mais voilà. Mine de rien. Et l'extérieur quand même. Et bon, on est habitué, hein, donc ça fait. Voilà, ça reste un plaisir. Et mine de rien, on est la première équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Oh, ça se confirme encore. De mémoire, avec cette victoire, ça fait 17 points. 17 points pris à l'extérieur, c'est beaucoup. Pas de longtemps. Oui, c'est un parcours. Si tu le transposes à de la Ligue 1 ou à n'importe quel championnat, 17 points pris à l'extérieur, c'est un parcours de champion. Hein. Donc, un peu plus de régularité à la maison et en continuant comme ça, bon, ben, voilà. On a pris 17 points à l'extérieur sur les 4 saisons d'avant, je pense. Donc, effectivement. Nathan, est-ce qu'il y a des réactions en ligne sur Facebook Live? Oui, donc c'est assez unanime. On est d'accord qu'en face, c'était quand même assez. La prestation était assez faible des Palois. Un Mathieu qui nous dit beaucoup de combinaisons et d'appels face à une équipe paloise peu inspirée. Derrière, on a aussi des doutes aussi. On a Anthony qui nous dit qu'on n'a pas intérêt à avoir ce genre de trou noir contre les 8 prochaines équipes. Parce qu'on rappelle quand même que le calendrier du mois de janvier est assez chargé avec la réception du PFC, de Caen, déplacement tu joues le top 8. Tout devant. Hormis nous, tu joues le top 8. Donc, tu peux donc c'est relativement. Les supporters sont relativement contents de cette moitié de saison. Mais il y a toujours ce doute aussi qui persiste sur cette défense. Hier, on n'a pas pu forcément voir si l'effet Gabrielsen était vraiment, si c'était vraiment lui qui pesait sur cette défense. C'est vrai qu'on a été très peu inquiétés, donc ça revient beaucoup sur les réseaux aussi. Et on a Romain qui nous dit bilan plus que correct après dans le jeu. Il faudra plus de maîtrise sur les demi-temps. Il faudrait recruter en défense un patron qui dirige et qui rassure. Voilà. Après, à noter que sans Gabrielsen, c'est 2 matchs cette année, un hier soir et un à Ajaccio, 2 matchs à l'extérieur, 2 victoires, 2 matchs où tu ne prends pas de but. Et j'ajoute qu'à Ajaccio, Gianni Santis se fait expulser au bout de, je crois, 10 minutes. Et donc, tu joues à 10 contre 11 une claire partie du match. Voilà, ça vient donner de l'eau au moulin de tous les gens qui se demandent encore pourquoi Gabrielsen débute les matchs au TFC. Mais il faut aussi relativiser avec ce qu'a proposé Pau.
je te sens venir, Yves, plein fer, là. Je te sens arriver en train de me dire que Pau. Bah ouais, avec le niveau des attaques de Pau et d'Ajaccio qui ont été incapables de se créer l'occasion. Je suis d'accord aussi, mais. Quand il n'y a pas d'occasion, c'est facile de dire voilà, moi je m'abstiendrai bien de poser un avis sur la défense, que ce soit contre le Havre ou quand Rouault est rentré. On n'a pas vu de mieux et on a continué à prendre des buts. Et à Pau, où je ne sais même pas si les Palois, ils ont 2 tirs dans le match. Il doit y avoir 2 arrêts de Dupé, je pense. Sur un coup franc, je me rappelle d'un et je crois que c'est tout. Ouais, c'est quasiment que ça. Donc voilà, après, on pourra en parler si on a une défense différente qui fait une superbe prestation face à une équipe qui nous pose des problèmes. Voilà. Tous les cas, ce sera quand même une ligne qui devrait agiter le mercato d'ici les prochains jours. On verra les rumeurs qui devraient commencer à arriver avec la fameuse data, si jamais le Wi-Fi marche pendant les vacances. On verra. Au moment où ils se sont pas trompés. Je te le dis tranquillement, ça bougera d'abord dans les sens des départs avant d'avoir des arrivées. Oui. Puisqu'il n'y a pas eu de défenseur central de fait parce qu'ils n'avaient pas réussi à dégraisser les joueurs qui voulaient faire partir au mercato d'été. D'ailleurs, en ce qui concerne Koulouris, il aurait été, selon les infos, proposé du côté de l'Olympiakos. Voilà, un retour en Grèce, un retour en Grèce pour Koulouris qui, comme nos auditeurs fidèles le savent, on en avait déjà parlé il y a quelques émissions de ça, a très mal vécu l'épisode passage par la case sélection, avion affrété pour Gabrielsen et pas pour lui, et qui depuis s'est mis en tête que dans tous les cas il était indésirable au TFC, Garand ne compte plus sur lui, il veut partir, donc le retour à l'Olympiakos, je pense que le mal du pays joue aussi un peu. Je pense que Koulouris au TFC, c'est terminé. Il n'a jamais réussi à s'adapter. Il est arrivé sur une saison très très compliquée. Et il n'a jamais réussi à relever la tête. Et puis sur ce début de saison, manque de peau pour lui. Les autres ont tourné plein fer en permanence, que ce soit les jeunes. Bayo qui a mis 2 buts d'entrée là où il n'en a pas mis. Et il qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Donc à partir de là, ça semble très compliqué parce que clairement, c'est le 5e choix en attaque. Sachant qu'en plus, devrait y avoir... à partir de février à peu près, je crois, le retour de Wesley Saïd en prime. Donc, il sera une recrue et qu'on attend, j'attends beaucoup de voir ce que va donner Wesley Saïd parce que clairement, tu m'aurais dit qu'il n'avait jamais joué au TFC et qu'il arrivait pour la première fois, ce serait pareil là parce que vu ce qu'il a livré comme prestation avant, autant dire que c'est une recrue, mais vraiment c'est une recrue de la data, Wesley Saïd. Hein. Bon, ça sera à suivre, ça sera un épisode à suivre dans les prochains jours. Il va se retrouver dans un niveau qui devrait lui permettre normalement de retrouver pleine confiance immédiatement et de se remettre pleine bourre. Allez, avant de faire les tops et les flops sur ce match, je voulais faire un petit point sur le coaching, sur ce match, puisqu'on a eu les 5 changements, ce qui est assez rare depuis le début. À la 74e, on a Ilé qui sort. Il y a Antis à la place d'Ilé, Koné à la place de Diaguéré. À 83e, on a Bayo pour Adli. Puis à la fin de match, on a Diarra pour Madem Boumen et Diakité pour Sana. Vous en avez pensé quoi du coaching de Garand sur ce match? Est-ce qu'il a eu un impact réel ou c'était histoire de faire tourner par rapport à la faiblesse de l'adversaire? Non, là, c'est du coaching facile où tu donnes du temps de jeu et tu fais sortir les mecs qui ont beaucoup donné parce que le match est plié. Tu sens bien que Pau, il y avait, je ne sais pas si ce serait méchant de dire aucune volonté, mais aucune capacité à pouvoir réagir et retourner le match. Donc là, tu peux changer qui tu veux, comme tu veux. Puis il en a profité, il a donné du temps de jeu à ceux qui faisaient la tête parce qu'ils ne jouaient pas, mais qui feraient bien de se poser des questions quant à leur prestation. Et redonner du temps de jeu à des jeunes qui font partie de l'effectif, mais qui n'ont pas forcément encore le niveau et à qui tu ne peux pas donner du temps de jeu sur des matchs plus serrés. Et on va passer au top et au flop. On va commencer par toi, Romain, sur ce match, tes top et tes flops. Top, Adli, Ilé, pareil, Bibiche aussi, toujours pareil. Flop, en vrai, match ado, moi j'ai pas trop aimé en vrai. Après c'est tout. Bon, Moreira, de toute façon, il est toujours au signe, donc ça ne change pas ça. On est sur une, titulaire d'aller flop.
On est sur quelque chose de carré, Moreira égale nul, j'adore. Voilà, c'est ça. Il a été quand même bien meilleur, parce que moi, je persiste à dire, on n'est pas d'accord là-dessus, qu'il n'a pas joué complètement à air droit non plus. Mais, parce qu'il est venu beaucoup dans l'axe du jeu. Il est quand même meilleur à ce poste-là. Moi, je le préfère presque dans l'axe, parce qu'on voit, il peut avancer quand même dans le système où on a. Et honnêtement, il n'a pas été si catastrophique. Honnêtement, à Pau, il n'y a personne qui a été. Oui, parce qu'il n'y avait personne en face, donc de toute façon. Ah oui, mais ça va avec le niveau aussi. Ça va avec le niveau de toute façon. Mais même Samsana a fait un match correct. Voilà, c'est extraordinaire. Mais bon, dans la tenue de balle, c'est vraiment pas mal. Il faut qu'il progresse physiquement, lui, mais dans la tenue de balle, c'est intéressant. Et puis voilà, effectivement, Machado, il va falloir qu'il souffle un jour. Hein. C'est ça. Il va falloir le faire souffler un jour, même si c'est pour mettre Diarra côté gauche sur un ou deux matchs, tant pis. Hein. Mais il va falloir qu'il souffle un jour parce qu'il ne faudrait pas qu'on le perde de 3 mois. D'autres top et flop, messieurs? Ça tombe bien, Machado, il va avoir 15 jours pour se reposer. C'est très bien. Sur ce match-là, des flops, il n'y en a pas vraiment. J'ai du mal à comprendre cet acharnement sur Moreira. Aller dire que contre Pau, il a été nul. Bon, ouais, ok. Pourquoi pas, mais là, ça ressemble à de l'acharnement malvenu. Idem contre Le Havre. C'est pas lui qui a été le plus catastrophique contre Le Havre. En plus, il met cette frappe sur la barre où il vient se proposer. Il vient proposer beaucoup offensivement. Donc voilà, bon. Après, forcément, Adli, il est... En ce moment, c'est le duo qui marche sur le OTF et on va espérer qu'il fasse 6 mois de plus comme ça. Et s'il continue sur ce rythme-là, les deux, on sera en Ligue 1 l'année prochaine sans aucun problème. Nathan, tu avais des top et flop de la part des supporters du TEF qui suivent ce live. Alors, top, il y a Van Den Boomen qui revient assez souvent chez les supporters. Le trio du milieu de terrain aussi qui est souvent rappelé. Rissilé forcément aussi. Il y a un flop, on a souvent vu revenir Samsana. On a notamment un commentaire je retrouve le commentaire. On a un commentaire de Antoine qui nous dit Sana tient le ballon, mais le rôle de piston, c'est avoir l'accélération et le tonus pour défendre ou attaquer. Voilà, on le blâme pas, mais on trouve qu'il a été un petit peu juste sur son côté. Seulement qu'il n'avait pas joué aussi. Oui, et puis il n'était pas vraiment piston. Moi, je maintiens qu'on a joué avec Moreira plus arrière droit que central et Sana, on lui a demandé un rôle plus offensif, ce qui correspond d'ailleurs plus à son jeu et c'est pour ça qu'il pourrait presque rentrer dans les flops parce qu'il était dans une position qui aurait dû le favoriser avec moins de travail défensif à faire et il n'a pas été aussi décisif qu'on aurait aimé le voir. Il a du mal à soutenir la comparaison avec ce qui se fait de l'autre côté, par exemple. Allez, messieurs, on laisse le football de côté. C'est la trêve, on souffle. On est sur le podium. Ça fait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Même sur FIFA, la play aurait bugué. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. On va passer à l'interview supporter. Voilà, c'est le moment de Romain. On va découvrir qui est ce jeune fan. Et c'est Mehdi, tel un Jacques Martin à son époque, qui va faire l'interview supporter. Je pense qu'on a perdu la moitié des gens qui regardent. Personne ne connaît plus Jacques Martin. Quand même. Il n'y a que Yves. Très bien. Comment il s'appelle ton papa? Ton papa est là? C'est ça. Ou de la salle. Alors, vous le connaissez tous parce que vous les avez tous vus encore dans les fantastiques émissions de zapping de fin d'année. Et oui, c'est la période. Où il est toujours en pleine bourre et c'était quand même des génies de la télévision à cette époque-là. Bon, Romain, quel âge tu as déjà pour commencer? 17 ans. Ok, je pense que tu es le plus jeune qu'on a reçu dans l'émission. Ça nous change de la semaine dernière où c'était le doyen, Henri, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Ça doit faire 5 ans. Ouais. Comment tu es devenu supporter, justement? Du coup, j'avais gagné des places à Intermarché pour aller voir le TFC. Et j'avais bien aimé l'ambiance. Et donc, du coup, après, je me suis abonné et voilà. C'était quoi, justement, ce match? C'était ton premier match? J'ai cru que tu allais dire
J'ai cru que tu allais dire qu'est-ce que tu avais acheté à Inter. C'était ton... Ouais. C'est sûr qu'il y a 5 ans, c'était contre. Tu ne pouvais pas aimer grand-chose. Je Je disais, il y a 5 ans, à part l'ambiance, tu ne pouvais pas aimer grand-chose. Oui, ben, c'est clair. Ouais. C'était contre Reims, je crois. Ouais. Reims? En plus. Ouais. Tu te souviens un peu du match ou pas du tout? Football champagne. À vrai dire, pas trop, non. Non, tu t'en souviens pas? Mais t'as pas vraiment marqué. On avait gagné ou on avait perdu? Je crois qu'on avait fait match nul de 2, un truc comme ça. Oh! 4 buts. Depuis le début, Thomas, c'est bien. C'est rare. Oui, À oui, l'époque, c'est ça. Ouais. Ah, t'as eu de la chance de voir 4 buts. Pour beaucoup, nous, notre première, ça a été 0-0. Donc, voilà. Une défaite. C'est ça. Ouais. Une défaite. Qu'est-ce que c'est ton meilleur souvenir du TFC? Mon meilleur souvenir, c'est les 80 ans pour TFC OM. Parce que j'étais un VIP. Et j'avais rencontré... Voilà, j'allais te dire, toi, tu étais à l'ombre. Parce que je te dis que moi, j'étais dans le virage tâton. J'ai jamais autant sué de toute ma vie. La vie de ma mère. Non, mais j'y étais. Et après, on m'a fait monter. Il y a des joueurs, je suis allé voir des joueurs, ils m'ont fait monter. Mais raconte comment ça s'est passé. Mais du coup, en fait, c'était à la sortie. Il y avait qui c'était Isiaga Silla, je crois. On était avec mon père et du coup, on lui demandait une photo et tout. Il nous dit si tu veux, tu peux venir en gros pour voir tous les joueurs et tout. Parce qu'il y avait, oui, il y avait une interview de Pascal Duprat avec le quotidien. Et donc, du coup, après, j'ai goûté le gâteau et tout de l'anniversaire. C'était vraiment bien. Je me suis invité en fait. Ah oui, sympa. Ouais. Sympa. Et ton pire souvenir? Et encore Isiaga Silla dans les bons coups, je tiens à le dire. Ah, le meilleur passeur, il n'y a pas à dire. Dès qu'il y a du goûter, Isiaga, il est pas loin. C'est ça. Présué aussi, il est pas mal. Mon pire souvenir, c'est TFC Lille. T'étais au match? Oui. T'étais sur le parvis aussi? Oui. Il est en VIP avec Silla. Non. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que t'as pu voir, ressentir toi ce jour-là? Mais vraiment dégoûté. Parce que j'étais avec... il y avait mon père, et après il y avait des potes à moi. Vraiment, c'était choquant. J'avais jamais vu un truc comme ça. À un moment donné, tu te demandais si c'était réel ce qui se passait. Donc c'était vraiment choquant. Je ne souhaite à personne de vivre un truc comme ça. Surtout en tant que supporter, de voir les autres se faire taper alors qu'il y en avait la moitié qui n'avaient rien fait. Et le club après qui porte plainte contre ses supporters, ça c'est jamais vu. Ouais, c'est sûr. C'est pas une belle histoire de notre club. Ton joueur emblématique? Ben Yedder. Ouais. Il y était encore il y a 5 ans? Oui. C'était ça. Quand même. Ça devait être sa dernière saison quand tu l'as vu sûrement. Ouais, c'est ça. Et plus que le joueur qui t'a fait rêver, toi, dans quel joueur tu t'es reconnu au TFC? Quel joueur tu pourrais être? Par rapport à l'amour du club, Sirex. Sirex, ouais. Par rapport à toutes les années qu'il est resté et tout ce qu'il a fait pour le club. Panchy, ah ouais. T'aimes les chevaux aussi? Comment? T'aimes les chevaux aussi? T'aimes l'équitation comme lui? Non, pas du tout. Tu remarqueras que je ne l'ai pas fait cette semaine. Il aime tirer le banc parce qu'il n'a pas dit beaucoup de choses sur le terrain. Ah, c'est vrai, sur la fin, il est... Ouais, mais c'est pas pour ça. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'allais aux entraînements du mercredi, qui étaient les seuls qui étaient ouverts au public. Je me rappelle que Cyriac, c'était toujours celui qui venait te filer, qui avait toujours une petite pensée pour les supporters, qui était, il passait une bouteille d'eau, un machin, toujours sympa. Toujours, c'est esprit club, c'est famille, c'est Cyriac. Très Covid la bouteille d'eau. Mais bien sûr, à l'époque, on pouvait, à l'ancienne. À la belle époque, on pouvait encore faire ça. On pouvait boire de l'eau à la bouteille, tu rigoles ou quoi. On pouvait insulter les joueurs à 2 mètres de distance et pas devant sa télé. À cette époque. Mais merci Mehdi pour ce questionnaire. Merci Romain d'avoir accepté cette interview supporter. Mehdi, c'est le Jean-Pierre Foucault de la feuille de match, c'est incroyable. Et France, calme-toi. C'est pas un compliment. Si j'ai déjà l'air vieux à 25 ans, ça craint quand même. Non, mais ta dextérité face aux questions, franchement, m'a ébloui ce soir, bravo. Avant de
Avant de terminer, Nathan, un petit mot sur le remboursement des abonnements pour les supporters du TFC, puisqu'on vous le rappelle, avec le huis clos, pas mal de matchs ont été à huis clos. En fait, Mais laissez-le, il faut bien payer le salaire de Branco, putain, laissez-le. Bibi, je croyais qu'il va rester comment au TFC, laissez-le. Nathan, pour les radins, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Du coup, le club a décidé de rembourser les abonnements au prorata des matchs qui auront lieu à huis clos lors de cette saison. Donc, à l'issue de TFC Paris FC, qui est la dernière rencontre de la phase aller, ceux qui souhaiteront faire leur demande de remboursement, ils devront envoyer leur RIB. C'est pas la dernière rencontre de la phase aller, c'est la rencontre avant la trêve. Il reste encore des matchs. Oui, non, mais ce sera la dernière de la phase aller à domicile contre le Paris FC. Donc, il faudra envoyer la photocopie du RIB et la carte d'abonnement à billetterie@toulousefc.com avant le 31 janvier. Et le remboursement sera réalisé aux alentours du 15 février. Tu rajouteras mon RIB aussi. On le mettra en commentaire, bien sûr, Mehdi. Ouais. Merci. Et le club procédera de la même manière pour les matchs de la phase retour. Donc, lors de la dernière rencontre à domicile de la phase retour, les supporters pourront demander un remboursement, pareil, au prorata des matchs de la phase retour qui auront lieu à huis clos. Et ce sera la même. Il faudra faire la même demande, c'est-à-dire avec le RIB et la carte d'abonnement, l'envoyer à la même adresse avant le 31 mai. Voilà. Parfait. Très précis tout ça. Mais voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Romain d'avoir participé à l'émission. J'espère que ça t'a plu. Ouais, merci. Et les autres, comme on dit toutes les semaines, mais les autres, viendez. Voilà, si vous pouvez toujours vous inscrire donc, sur le site lafeuilledematch.com dans la rubrique inscription, voilà, vous venez, vous faites un mail, un petit formulaire, vous expliquez comment ça se passe et vous pouvez venir parler du TFC ou comme Mehdi parler de l'Olympique Lyonnais à longueur de temps. Donc une pensée quand même pour Camille qui reviendra la semaine prochaine si je veux bien lui laisser la place, donc c'est non. Un remerciement aussi à Oxens qui a aidé à préparer l'émission. Une pensée aussi pour Radio Occitania. On espère quand même retourner en studio un jour parce que la radio puis son salon, ça va bien. Voilà. Parce que la vue sur le linge étendu, c'est quand même pas terrible. Hein. Mais tu as quand même de sacrées belles épingles à linge. Et ça c'est un plus. Si tu savais. Toute violette. Comment? Toute violette. Voilà. Bah oui, il y a le masque qui doit traîner par là entre deux skis. Par contre, tu rangeras ton maillot des Girondins, s'il te plaît. Donc on se retrouve mardi prochain à partir de 20h en live sur la page Facebook lesviolets.com. Pour cette 96e émission, on fera le bilan de la phase, pas de la phase aller, en tout cas de cette première partie de saison. On aura une surprise, on aura un invité en live, vous verrez qui c'est. Je fais des teasings à la Camille. Donc, merci Mehdi, Nathan, Samuel, Yves et Romain. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Sauf que contrairement à Camille, toi tu fais un teasing en sachant qui sera l'invité. C'est le Père Noël, hein, pour ceux qui les savent pas. Et bonne fête à tous. Et voilà, bonne fête à tous et surtout sortez couverts, il n'y a pas plus de 7. Voilà, c'est tout. Bonne soirée à tous et à tous. Ciao. Passez de bonnes fêtes, salut.